On a tous connu ça, rafraîchir frénétiquement une page de billetterie pour un concert et hop, la page qui plante. Eh bien, derrière cette frustration, il y a un défi technique absolument énorme. Et la solution, elle a un nom, NoSQL. C'est un peu le moteur caché de notre monde numérique et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Voilà, la question qui est posée là, c'est vraiment le cœur du sujet. Imaginez des millions de personnes qui se connectent en même temps. Les bases de données classiques, celles qui ont fait tourner les entreprises pendant des décennies, eh bien, elles n'ont tout simplement pas été pensées pour ça. C'était trop grand, trop imprévisible, elles étaient à bout de souffle. Alors, pour bien saisir pourquoi NoSQL a été une telle révolution, il faut revenir un peu en arrière et regarder ce qui n'allait pas. On va jeter un œil aux fondations de l'ancien système pour voir où ça a commencé à craquer. Au début, les ingénieurs ont été malins. Ils ont trouvé des astuces. Plutôt que de tout demander à la base de données à chaque fois et de la faire suffoquer, ils ont mis en place une sorte de mémoire vive super rapide. C'est ce qu'on appelle le cache. Les données les plus demandées, genre la page d'accueil, étaient gardées de côté, prêtes à être servies. Ça a aidé, bien sûr, mais ce n'était qu'un pansement sur une jambe de bois. Le problème était bien plus profond. Le vrai souci, en fait, c'était une question de philosophie. Les vieilles bases de données, elles pensaient verticales, c'est-à-dire si on a besoin de plus de puissance, on prend un serveur plus gros, plus rapide, plus cher. C'est l'image de l'haltérophile qu'on dope toujours plus. Mais voilà, un haltérophile a ses limites. Le web, lui, avait besoin de penser horizontal. Pas un seul surhomme, mais toute une armée de serveurs plus modestes, qui se partagent le travail. C'est beaucoup plus flexible et au final, beaucoup plus puissant. Et c'est justement de ce besoin de passer à l'horizontale qu'est né le mouvement NoSQL. Le nom est assez parlant. Not only SQL, ce qui veut dire pas seulement SQL. L'idée n'était pas de jeter SQL à la poubelle, pas du tout. C'était plutôt de dire, ok, SQL c'est super, mais pour le chaos organisé qu'est Internet, on a besoin d'autres outils dans notre boîte. D'accord, donc on distribue les données sur plein de machines. Super, mais ça amène un tout nouveau casse-tête. Que se passe-t-il si ces machines ne sont pas d'accord entre elles, si elles n'ont pas la même version de l'information? Et c'est là qu'entre en jeu une sorte de loi fondamentale de l'informatique distribuée. Presque une loi de la physique, le fameux théorème TIAP. Et ce théorème, il nous met face à un choix impossible. Alors, le premier pilier, c'est le C pour cohérence. Pensez à un compte en banque. Si on retire de l'argent à un distributeur, on veut que ce soit instantanément visible partout, que ce soit sur l'appli mobile ou au guichet. C'est ça la cohérence. Il n'y a qu'une seule vérité et tout le monde la voit en même temps. C'est non négociable. Ensuite, on a le A pour disponibilité. Là, l'exemple parfait, c'est le fil d'actualité d'un réseau social. Et ce qui compte, c'est que la page s'affiche. Toujours. Même si le post qu'on voit n'est pas le tout dernier, à la milliseconde près, l'important c'est que le service réponde présent. Il est disponible, quitte à ce que l'info se mette à jour avec un micro-décalage. Et pour finir, le P, pour tolérance au partitionnement. C'est simple. Sur Internet, avec des serveurs partout dans le monde, des câbles sous-marins, les pannes de réseau, ce n'est pas une question de si, mais de quand. La tolérance au partitionnement, c'est la capacité du système à ne pas s'effondrer complètement juste parce que deux de ses parties n'arrivent plus à se parler. C'est une question de survie. Et c'est là que le coup près tombe. Le théorème SAP est d'une simplicité brutale. De ces trois qualités idéales, cohérence, disponibilité, tolérance au partitionnement, il est impossible d'avoir les trois en même temps. On doit en choisir deux. C'est un sacrifice obligatoire et ce choix va définir toute l'architecture d'un système. Et comme on l'a dit, sur un système distribué comme Internet, les pannes réseau sont une certitude. Donc le P, la tolérance au partitionnement, n'est pas vraiment une option, c'est une obligation, on est forcé de le prendre. Le vrai choix, le vrai dilemme pour les architectes, il se situe donc entre le C et le A. Est-ce qu'on privilégie la cohérence absolue ou la disponibilité à tout prix? Et ce choix a créé deux grandes écoles de pensée. D'un côté, on a le monde traditionnel, avec la philosophie acide. Pour eux, la cohérence est sacrée. Chaque opération doit être parfaite, atomique, comme une transaction bancaire. Et de l'autre côté, on a le monde NoSQL, avec une philosophie qu'on appelle Bayes. Ici, on va privilégier la disponibilité. On garantit une réponse et on accepte que le système prenne un petit instant pour que tout le monde soit synchronisé. On parle de cohérence à terme. C'est justement parce que ce compromis existe qu'on n'a pas eu une seule solution NoSQL, mais toute une famille de solutions. Chacune a fait un pari différent. Voyons un peu les 4 grandes saveurs de NoSQL, chacune optimisée pour un type de problème bien précis. On va donc explorer ces 4 grandes catégories. Elles proposent des manières radicalement différentes de stocker et de voir les données, de la plus simple à la plus sophistiquée. D'abord, le plus basique, les magasins clés-valeurs. C'est vraiment le concept le plus simple. Imaginez un dictionnaire géant ou un vestiaire. On donne un ticket, la clé, par exemple un identifiant d'utilisateur, et le système nous rend le manteau, la valeur, toutes les données de cet utilisateur. C'est hyper simple, et du coup, c'est d'une rapidité foudroyante pour ce genre de tâche.
Ensuite, on a les magasins de documents. Là, on monte un peu en complexité. C'est un peu comme un système clé-valeur, mais la valeur n'est plus une simple donnée opaque. C'est un document entier, bien structuré, un peu comme une fiche client dans un classeur. L'énorme avantage, c'est qu'on peut regarder à l'intérieur de la fiche et faire des recherches sur son contenu. C'est parfait pour des catalogues de produits, par exemple. Après, il y a les bases de données orientées colonnes. Et là, on renverse complètement la table. Pensez à un tableur Excel gigantesque. Normalement, on lit les données ligne par ligne. Eh bien, ces bases sont conçues pour lire colonne par colonne. Ça peut paraître bizarre, mais pour faire des analyses sur des quantités massives de données, c'est révolutionnaire. Si on veut la moyenne d'âge de millions d'utilisateurs, on lit juste la colonne âge et c'est incroyablement efficace. Et enfin, le dernier type, les bases de données graphes. Celles-ci, leur spécialité, c'est les relations, les connexions entre les choses. L'exemple typique, c'est un réseau social. Qui est ami avec qui aime quoi. Elles sont construites pour naviguer dans ce web de connexion. Elles répondent à des questions comme « Trouve-moi les amis de mes amis qui aiment le cinéma à une vitesse phénoménale ». Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Pour du cache rapide, on prend du clé-valeur. Pour un site e-commerce, le document est idéal. Pour analyser des téraoctets de données, on se tourne vers les colonnes. Et pour comprendre des réseaux complexes comme la détection de fraude, le graphe est roi. On voit bien qu'il n'y a pas une solution miracle, mais un outil pour chaque usage. Du coup, avec toutes ces options sur la table, la vraie question change. Ce n'est plus quelle est la meilleure base de données, mais plutôt de quel type de problème de données est-ce que je parle. C'est exactement ce que dit cette citation. L'arrivée de NoSQL, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'ancien monde. C'est l'ajout de tout un tas de nouveaux outils dans la cache du développeur. Après tout, on n'utilise pas le même outil pour visser une vis et pour planter un clou. C'est la même logique. Le processus de décision devient donc assez clair. Étape 1, on regarde ces données. À quoi ressemblent-elles? Comment va-t-on y accéder? Étape 2, on tranche le dilemme du théorème CAP. A-t-on besoin d'une cohérence parfaite ou d'une disponibilité à toute épreuve? Et seulement après, étape 3, on pioche dans la boîte à outils le modèle NoSQL qui coche toutes les cases. En bref, c'est la fin du one size fits all, la solution unique qui fait tout. L'idée d'une seule base de données pour gouverner toutes les applications, c'est terminé. Le monde du développement est devenu polyglotte et le stockage de données aussi. On a donc vu ce passage d'une solution monolithique à une boîte à outils hyper spécialisée. Le grand compromis qu'on a dû accepter pour ça, c'était de choisir entre la cohérence et la disponibilité. Ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. À mesure que nos données deviennent encore plus massives, encore plus connectées, quel sera le prochain grand sacrifice, le prochain compromis fondamental que l'on devra faire?